Chers élèves, bonjour et bienvenue dans ce rapide tutoriel sur De Gaulle et la France libre. Ce thème est le sujet d'étude qui est soumis au terminal technologique du premier thème, guerre et totalitarisme d'histoire en terminale. Mais ça peut être utile pour tout le monde, parce que De Gaulle et la France libre font partie de l'identité française, et preuve en est aujourd'hui du débat qui enflamme notre classe politique, avec Monsieur Zemmour qui veut réhabiliter le maréchal Pétain, alors que la République se veut fille du général De Gaulle. Car, on le verra dans ce tutoriel, la résistance incarnera la France. Elle deviendra, comme dirait le général De Gaulle, le visage de la France après la Seconde Guerre mondiale. Et cela est important pour notre vie politique actuelle. Et donc, il faut connaître cette France libre et ce général de Gaulle. Dans ce tutoriel, on se demandera donc comment le général de Gaulle arrive-t-il à organiser et à susciter la résistance, aussi à l'unifier dans un premier temps, pour voir ensuite comment il arrive à incarner la France lors de la libération, et à donc à faire passer la résistance comme l'unique visage de la France. Alors, premier point, le général de Gaulle s'exilait pour continuer le combat, la naissance de la résistance et la naissance de la France libre. Tout commence en juin 40. Alors que depuis le 10 mai, la France subit défaite sur défaite sur le front belge, du fait de l'attaque éclair par le nord des troupes allemandes. Cette blitzkrieg désorganise l'armée française qui recule. Paris est quitté et à la mi-juin, c'est la catastrophe. Le gouvernement qui s'est réfugié à Bordeaux, dirigé par Paul Reynaud, est sur la démission, et De Gaulle, qui fait des allers-retours à Londres pour demander du soutien de la part des Britanniques, voit son gouvernement le lâcher par la démission de Reynaud et la prise de pouvoir du maréchal Pétain, appelé par le président Lebrun, maréchal Pétain, qui obtient les pleins pouvoirs de la part de l'Assemblée nationale ensuite. De Gaulle n'accepte pas cette prise de pouvoir du maréchal Pétain, car le maréchal Pétain, dès sa prise de fonction, demande une armistice. C'est le célèbre discours du maréchal Pétain: chers Français, c'est le cœur serré que je vous dis qu'il faut cesser le combat. Face à ce discours, De Gaulle part à Londres et en prononce un autre, qui est l'appel du 18 juin, qui marque la naissance de la France libre. Ce discours, c'est l'appel du 18 juin, et c'est le premier document que vous pouvez avoir, bien sûr, dans ce sujet d'étude, car le sujet d'étude, je vous le rappelle, tombe sous la forme d'une étude de document, et vous avez des questions sur document. Ce document, donc, l'appel du 18 juin, est retransmis à la BBC, et les Anglais ont besoin du général de Gaulle pour montrer que la France n'est pas une et unique alliée de l'Allemagne, mais bien qu'elle reste fidèle à l'Angleterre, parce que la France, elle, a de beaux restes. En effet, dans ce document, dans cet appel du 18 juin, De Gaulle, qui est encore inconnu, et on le voit parce qu'il est mal orthographié dans l'article du Petit Provençal, De Gaulle, qui est un inconnu pour les Français, croit encore à la victoire. Alors, première question qu'on pourrait demander aux élèves, c'est pourquoi De Gaulle pense-t-il que la France a encore le moyen de remporter une victoire? Alors là, vous voyez dans ce document une première technique de réponse à la question, c'est de noter sur le côté du document tous les éléments de réponse que l'on trouve, comme l'a fait ici sur le côté. Et donc là, on nous donne différents éléments de réponse que l'on pourrait organiser dans une réponse. Rédiger, je veux dire. Alors, tout d'abord, il pense que les Allemands ont gagné dans un concours de circonstances qui était une supériorité tactique. Néanmoins, la France a militairement encore les moyens de résister parce qu'elle a des colonies, parce qu'elle a encore une marine, et notamment parce qu'elle a, deuxième point, des alliés. Des alliés qui sont les Anglais, qui ont un immense empire, qui dominent les mers, et surtout qui peuvent bénéficier de, je cite, et ça il faut citer dans vos réponses, l'immense industrie des États-Unis d'Amérique. Et là, le général de Gaulle croit encore en ses chances. D'ailleurs, il a raison d'y croire, puisque dans 5 ans, ce sera son tour de prendre le pouvoir à la suite de la libération. Voilà une première technique de réponse aux questions, et qui te permet de parler de cet appel du 18 juin. Cependant, De Gaulle est bien seul, et il va falloir organiser cette résistance et la structurer. C'est ce qu'on va voir dans le second point. Immédiatement à la suite de cet appel, De Gaulle et les Anglais tractent sur la France l'appel du général. En effet, la BBC passe très mal, et le peu de journaux qui ont diffusé cet appel dans le sud de la France, dont le Petit Provençal, garantissent une faible écoute à ce général. Aussi, le général de Gaulle lance l'appel, donc par tract. C'est le document de gauche qui est bombardé qui est tracté par avion, et le document de droite, c'est un témoignage de François Floïc, qui a été un des premiers à rallier le général de Gaulle. Donc ces deux documents pourraient très bien constituer un sujet d'étude ou une étude de documents, et on va voir comment on peut les exploiter. Alors,
Tout d'abord, si vous deviez présenter ces documents, ce qui est souvent la première question en sujet d'étude, il faut prendre la technique DANS, date, auteur, nature, sujet. Par la date, on entend la date précise du document, mais surtout le contexte historique. La France est en train de gagner, la France est en train de perdre, on est dans la Seconde Guerre mondiale, où il en est de Gaulle à ce moment-là, là vous savez, parce que j'ai dit des choses dans le cours avant. Par l'auteur, on entend, bien sûr que vous disiez que l'auteur c'est le général de Gaulle à gauche, mais qui c'est le général de Gaulle? On veut plus d'informations. C'est le chef de la France libre, ou ce sera ensuite le chef d'État français. Ensuite, la nature du document, ça c'est important. Alors là, vous avez un tract, on peut dire que c'est un outil de propagande. Il faut être le plus précis sur la nature possible, pas dire que c'est un texte, par exemple. Et enfin, sur la droite, vous avez non pas un texte, mais un témoignage. Un témoignage, et souvent quand vous avez un document qui est a posteriori sur une période, c'est un témoignage. Il ne faut pas dire c'est un texte ou un récit. Il faut donc caractériser la nature au maximum et essayer d'être précis. Par exemple, ne pas dire que c'est une image, dire que c'est une photographie. Sur les documents, on a des informations pour une question qui est la suivante. Quelles sont les raisons qui poussent les Français à rallier le général de Gaulle? Alors, vous pouvez lire les documents si vous voulez. Ça prendra un peu plus de temps, vous mettez pause. Mais déjà, je vais vous expliquer comment il faut répondre à cette question si vous êtes en terminale technologique. Il faut faire en 3 temps. 1. Vous répondez à la question. Donc, vous donnez l'élément de réponse. Par exemple, c'est qu'il pense que la défaite n'est pas inéluctable et que la victoire est encore possible. Ça, c'est une raison. Ensuite, une fois que vous avez énoncé la réponse, vous citez le document. C'est le deuxième point. Quand vous avez cité le document, troisième point, vous essayez d'ajouter les connaissances qui expliquent. Donc, j'ai fait un modèle de réponse ici, que je vous mets au tableau. Ce modèle de réponse montre bien, en bleu, excusez-moi, la réponse à la question, en vert, la justification avec la preuve, avec la citation du document ou la description de l'image, et en rouge, les connaissances que je peux ajouter pour expliquer cela. Donc voilà comment il faut procéder en sujet d'étude pour répondre correctement à une question. Donc De Gaulle, il envoie ses tracts, et comme nous le dit François Floïc, quelques personnes le contactent pour le rejoindre à Londres, et rapidement, il a autour de lui 7000 hommes. Tout l'enjeu pour De Gaulle est de constituer une France libre et une armée autour de lui. Pour cela, il a 2 petits moyens. En effet, déjà, premier point, les colonies se rallient à Pétain, sauf certaines. Seule l'AEF, donc l'Afrique équatoriale française, on rallie en 40 De Gaulle. Sauf que ailleurs, on reste fidèle à Pétain, et notamment en Afrique du Nord, qui sont les colonies les plus importantes. En Guadeloupe et à la Martinique, c'est également le cas. Aussi, De Gaulle n'a pas les colonies avec lui. Il n'a pas de terre, il n'a pas de territoire, et il a peu d'hommes. Sauf que la situation va rapidement s'améliorer. Pourquoi? Parce que les Anglais vont aider à récupérer certaines colonies, donc par exemple Saint-Pierre-et-Miquelon, Madagascar, la Syrie et le Liban, et du coup De Gaulle va avoir des appuis dans ces colonies-là. Ensuite, le débarquement des Américains permettent aux Américains d'avoir un pied à terre en Afrique du Nord et donc de mettre De Gaulle au gouvernement à Alger, avec Giraud au début, mais De Gaulle sera ensuite tout seul, ce qui permet à De Gaulle d'avoir là par contre un territoire dans un deuxième temps, grâce aux victoires militaires des Anglo-Américains. De Gaulle a donc des forces françaises libres qui augmentent en nombre. Seulement, la résistance, ce n'est pas que la France libre à l'extérieur. C'est aussi la résistance intérieure. Cette résistance intérieure, elle commence avec plein de petits groupes de résistants qui ne sont pas organisés et unifiés. Seul le Front National, qui est un groupe de résistants communistes, est à peu près unifié et organisé, mais vous avez des tout petits réseaux, comme le réseau du Musée de l'Homme, par exemple à Paris, qui est créé dès 40, qui font des tracts, qui aident des juifs à passer dans la clandestinité, qui font quelques premiers attentats, mais c'est encore très fragile. Bref, n'obéissent pas à Vichy et à l'Allemagne. On a quelques petits groupes de résistance. De Gaulle envoie en 42 Jean Moulin sur le territoire français pour tenter d'unifier ces groupes de résistants. En juillet 42, Jean Moulin est le correspondant officiel de la France libre, donc il correspond entre la résistance intérieure et la France libre. Le 27 mai 43, il réunit sous son autorité l'ensemble des mouvements de résistance et c'est la création du Conseil national de la résistance. Bon, Jean Moulin sera arrêté un mois plus tard, le 21 juin 43 à Lyon, par la Gestapo, dénoncé par un des membres de la Réunion, et il sera torturé par Klaus Barbie notamment, et envoyé en Allemagne. Il mourra, son corps n'a même pas été retrouvé. Mais il est un personnage important parce qu'il a unifié la résistance, et surtout, il a fait le lien entre De Gaulle et la résistance intérieure. Parce qu'un des enjeux pour De Gaulle, c'était d'unifier la résistance intérieure et la résistance extérieure.
et notamment pour que la résistance intérieure reconnaisse De Gaulle comme le chef de la France libre. Alors comme document que vous pourriez avoir, pour montrer ça, vous pourriez avoir les deux documents qui sont là. Alors rapidement, sur la présentation des documents, nature. À gauche, on a une affiche de propagande. À droite, on a une déclaration. Quand on a un texte politique, c'est une déclaration, c'est pas un texte. Ensuite, l'auteur. À gauche, vous avez un document de la France libre. Et donc, il faut expliquer ce que c'est que la France libre. C'est les services de propagande du général de Gaulle situés à Londres. Et à droite, vous avez le Conseil national de la résistance comme auteur. Et donc là, il faut expliquer que c'est le Conseil national de la résistance qu'il a été créé par Jean Moulin. Ensuite, la nature. À gauche, on a une affiche de propagande. Et à droite, déclaration. La date, excusez-moi, la date, le premier point, la date, eh ben, on est en 44 et l'autre on est en 43, donc on est au moment où le vent tourne et que les Alliés commencent à gagner la guerre et l'Axe commence à reculer. Et donc la résistance s'intensifie sur le territoire français. Et enfin, le sujet, ben, ces deux documents nous parlent de l'unification des résistances. Alors, sur la fiche de gauche, la fiche de propagande, je vous laisse la regarder pendant que je parle. C'est une affiche qui montre bien l'union des résistances et qui la met en scène. Nous avons à gauche la résistance extérieure, symbolisée par un soldat de la France libre. Sur son épaule, c'est marqué France. Et en bas, à droite, nous avons en bleu un ouvrier qui est situé géographiquement, parce qu'il y a une carte, si vous regardez bien, dans la France occupée par l'Allemagne nazie, qui représente les ouvriers. C'est un peu l'union aussi des gaullistes et des communistes, mais c'est l'alliance de l'extérieur du soldat et de l'intérieur l'ouvrier résistant qui va saboter une machine de chemin de fer, qui va faire un attentat contre l'Allemagne nazie. Les deux regardent la devise républicaine, donc de la République française, liberté, égalité, fraternité, avec le mot fraternité qui est en rouge, pour montrer l'union de ces deux résistances. Donc ces deux résistances et cette union sont mises en scène dans cette caricature, et je vous ai donné les éléments principaux de réponse. Ensuite, pour De Gaulle, l'enjeu est également de faire intervenir la France dans la libération, et donc de se placer aux côtés des Alliés comme un membre autonome et non soumis aux Alliés. Alors ça, c'est une pilule qui est difficile à avaler pour les Alliés, mais De Gaulle va mettre en scène la libération de la France par elle-même, et va faire en sorte que la France libre participe à cette libération. Donc tout d'abord, à l'intérieur, De Gaulle réussit à médiatiser les actions de la résistance, notamment le plateau des Glières, notamment le mont Mouchet, tout un tas de lieux de la résistance dans lesquels les Anglais vont bombarder des armes parce que les résistants, ou le Vercors par exemple, vont émettre des actes de résistance contre les occupants allemands. Si vous prenez par exemple le maquis des Glières, qui est en Haute-Savoie, Jean Rosenthal, qui est l'émissaire de De Gaulle à Genève et qui communique avec le maquis des Glières, est plus préoccupé par le fait de faire croire aux Anglais qu'il y a des actions énormes qui se passent aux Glières, plutôt que de leur donner des bonnes coordonnées pour bien larguer les avions, parce qu'il faut, l'objectif c'est de faire croire aux Anglais, enfin c'est vrai qu'il y a de la résistance, hein, de montrer aux Anglais qu'il y a une forte résistance sur le terrain. Ces forces françaises qui sont sur le terrain, on les appelle les FFI, Forces Françaises de l'Intérieur, à l'opposé des FFL, France Française Libre, qui sont dirigées directement par le général de Gaulle. Donc, premièrement, une partie de la France est libérée par cette résistance. Donc vous avez tout le sud-ouest et les Alpes, dans lesquels les Allemands se retirent finalement en 1944, après les débarquements qu'on va voir tout de suite. Et du coup, la résistance participe à l'effort de libération. Bon, alors, il est illusoire de penser que par la seule acte de la libération, de la résistance, la France se serait libérée toute seule. C'est bien les deux débarquements, donc du 6 juin 1944 en Normandie, l'opération Overlord, et l'opération Dragoon en août 1944, par le débarquement de Provence, qui permettent la libération, comme vous le voyez sur cette carte, de la France. La France est donc progressivement libérée des Allemands, et dans ces deux débarquements, les forces françaises libres interviennent, on le verra tout de suite avec le document qu'on va étudier, et le rôle par exemple de la 2e division blindée de Leclerc est largement mis en évidence. Alors, si on regarde les deux documents que je vous propose d'étudier, vous avez à gauche une photographie, et à droite un témoignage encore des Rochambeau, qui sont une unité de conductrice ambulancière de la 2e division blindée de Leclerc. Alors, on vous pose des questions, donc présentez les documents. À gauche, des deux documents ne sont pas de la même date. En 1941, c'est les tout débuts de la France libre dans les colonies, et le document 2, c'est à la libération et après les débarquements. Auteur, on a une Rochambeau à droite
qui s'appelle Rosette Péchaud, qui est une interview, donc un témoignage d'interview, et à gauche probablement un des personnages du régiment du Tchad. Ensuite, la nature, on a une photographie, et à droite, on a un témoignage. Et enfin, le sujet, c'est nous parle de la France libre et des actions concrètes de la France libre pour la libération. Alors, les deux documents nous montrent une diversité des acteurs, car il y a des coloniaux, des militaires de l'armée française, mais également des femmes, et enfin des militaires de métier comme Leclerc. Donc il y a tout type d'acteurs qui interviennent dans la France libre. Ensuite, des diversités ethniques également, hein, avec les coloniaux, qui sont d'origine maghrébine ou nord-africaine, ou bien même français qui ont fui et rejoint le général de Gaulle. Ensuite, par quelles actions concrètes la France libre intervient dans la libération? Eh bien, tout simplement, c'est en combattant à gauche, mais à droite, en assistant les armées alliées et en prêtant main forte aux soldats sur le terrain. Dernier point de ce tutoriel, la France libre qui prend l'image de la France après la libération. Donc De Gaulle met en scène la libération de la France par elle-même, comme je viens de le dire. Mais De Gaulle a des relations difficiles avec les Anglo-Américains et surtout avec les Américains et le président Roosevelt. Cependant, dès la libération de la France, De Gaulle prend de court les Américains et les Anglais, qui voulaient mettre l'Amgot, donc c'est une zone d'occupation, ni plus ni moins, de la France par les armées alliées. En effet, De Gaulle nomme des préfets dans chaque département. Il fait prendre le pouvoir dans chaque département aux résistants qu'ils le reconnaissent comme le chef de l'État. Et De Gaulle défile sur les Champs-Élysées à la libération de Paris le 26 août 1944. De Gaulle passe donc tout de suite pour le chef du gouvernement provisoire de la République française, qui était à Alger et qui arrive à Paris, qui s'installe à Paris. De Gaulle prend donc totalement de court les Américains, qui de fait sont obligés de le reconnaître comme le chef de la France pour ne pas avoir un nouvel ennemi d'intérieur. Et là, De Gaulle arrive à substituer les institutions de la résistance aux institutions de la République. Et le régime de Vichy n'existe plus de fait, puisque c'est la résistance qui devient l'État. Et c'est le programme du CNR qui devient la matrice du nouveau gouvernement. Le programme du CNR, très social, avec la sécurité sociale, etc., qui sera appliqué ensuite. Alors néanmoins, les gaullistes reprendront un certain nombre d'acquis du régime de Vichy, comme le 1er mai, les allocations familiales, la carte d'identité, la police municipale, et j'en passe. Mais les lois de Vichy ne sont pas non plus toutes abrogées, bien que De Gaulle veuille en donner l'image. Par conséquent, De Gaulle devient le visage de la France, et l'épuration est relativement modérée. Il n'y a que 9000 personnes qui sont tuées sommairement, principalement des collaborateurs, et quelques de manière non jugée, hein, et quelques exécutions jugées, mais c'est très faible. Alors, on voit dans ces documents que vous avez au tableau que dès le début, De Gaulle avait prévu l'après-guerre et avait prévu cette situation. En haut à gauche, nous avons le programme de combat libération franc-tireur et le populaire, qui sont un tract qui est diffusé en France par des journaux clandestins et qui montre que De Gaulle, dont c'est la signature, qui est à la tête des premiers mouvements de résistance, exprime un premier programme politique, qui est d'ordre politique, dans le cadre du gouvernement. Ensuite, en haut à droite, le programme du CNR, en 1944, montre bien sa volonté politique avant la libération, donc avant le 15 mars 1944, la France n'est pas libérée, de diriger la France et d'avoir un programme politique pour cette dernière. Enfin, tout en bas à droite, nous avons le discours du général de Gaulle après-guerre, et dans ce discours, le général de Gaulle explique bien que la résistance, c'était l'effort de la nation, et c'était le visage de la France. Et ce qui montre bien qu'en fait, selon lui, la résistance était la France, et du coup elle est légitime à prendre le pouvoir ensuite. Voilà pour ce travail. Alors j'ai donné beaucoup d'éléments dans ce travail qui vous permettent de travailler sur des documents. Je vous laisse regarder les documents en mettant des pauses sur les vidéos, et je vous propose aussi de regarder les réponses organisées que j'ai projetées. Pour conclure, sur ce point, il est évident aujourd'hui que cette histoire laisse des séquelles, parce que cette histoire permet d'effacer gratuitement le régime de Vichy et de faire en sorte qu'il était une forme de parenthèse qui n'a pas existé, dont la France ne serait pas responsable, chose qui sera ensuite, par les historiens, mais aussi par différents mouvements politiques, critiquée.
En effet, notamment les Juifs vont chercher à faire reconnaître la responsabilité de l'État français dans le génocide, et notamment dans la collaboration avec l'Allemagne. Et, euh, cet effacement du régime de Vichy ne sera pas accepté. Alors, il y a différentes théories sur le régime de Vichy. Il y a une théorie qui est adoptée par la droite, qui est que Vichy aurait été le bouclier qui aurait été présenté par les Français, et De Gaulle le glaive qui était la contre-attaque. D'autres théories qui disent que le régime de Vichy était ouvertement collaborationniste et n'avait aucune intention d'être un bouclier, et qu'il était totalement inféodé à l'Allemagne. Alors il y a peut-être une réalité qui est un peu entre les deux. À savoir que le régime de Vichy, si dans un premier temps il a voulu préserver la situation et peut-être honnêtement voulu résister, c'est-à-dire limiter la casse et la destruction de l'armée française, il a dans un deuxième temps été dans ses institutions complètement soumis et inféodé. Cela est peut-être lié au fait que le maréchal était vieux, mais également au fait que dans l'armée française, il y avait un certain esprit dans les institutions françaises, il y avait un certain esprit de soumission. De Gaulle réussit donc le tour de force de faire passer la France pour victorieuse. Et même si ce n'était qu'une illusion, le visage de la France est devenu celui d'une France résistante, victorieuse, à la sortie de la guerre. Si cela a été critiqué ensuite, ce fut une réalité politique que la France était contre l'Allemagne pendant la guerre, et ça, on le doit au général de Gaulle et à la France libre. Voilà pour ce tutoriel, bonnes interros, et à bientôt pour un nouveau tuto.